Il est 13h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de l'Union européenne, Jaap van Kirchman, il a fait ses adieux au vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone. Il s'est réjoui de la qualité de la coopération qui existe entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de cette audience à suivre avec notre reporter Viviane Haïm. Ce sont les vacances scolaires et si dans certaines familles, pour les enfants, les jeux et les divertissements semblent avoir volé la vedette aux cahiers et leçons du jour, dans d'autres familles, il n'en est rien. Pour occuper sainement leurs enfants, les parents établissent des programmes à cheval entre les jeux et les études, le ludique et le didactique. Un sujet d'Evelyne Yoboué de Franck Quadio à suivre dans ce journal. Emmanuel Macron, le président français, entame ce samedi le dernier jour de sa visite en Algérie à Oran. Emmanuel Macron, qui devrait signer une déclaration avec le président Tebboune et consacrer un nouveau partenariat avec l'Algérie. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Hier vendredi, au palais présidentiel, le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Jaap van Kirchman a fait ses adieux au vice-président de la République. Et nous lisions à l'entame de cette édition, il s'est réjoui de la qualité de la coopération qui existe entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Viviane Haïm. En fin de mission, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jaap van Kirchman, a été reçu ce vendredi 26 août au palais présidentiel par le vice-président de la République, Kone Tiemokom Eliette. L'ambassadeur Jaap van Kirchman, qui est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire après avoir conduit durant 5 années la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux et confiant en la poursuite des excellentes relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a un peu parcouru les grands chantiers et on a constaté que de plus en plus l'Union européenne et la Côte d'Ivoire s'alignent sur les grands enjeux au monde. Et je peux dire la durabilité, par exemple, qui est en jeu en Europe, mais aussi en Côte d'Ivoire. La protection de l'environnement, la production de l'énergie, la sécurité, mais avant tout, les valeurs qui créent nos sociétés respectives. Parce que la Côte d'Ivoire, comme l'Union européenne, défend les valeurs qui sont des valeurs universelles. Et donc, quand je quitte en quelques jours la Côte d'Ivoire, je quitte un pays qui est un vrai ami, un vrai partenaire, et qui a trouvé son chemin dans mon cœur. Comme j'ai dit souvent, un pays auquel je suis très attaché. Et donc, en partant aujourd'hui avec monsieur le vice-président, on disait on fait un pacte je vais revenir de temps en temps. Et ce que je voulais faire de toute façon, parce que c'est difficile de quitter des amis et ne pas les revoir. C'est depuis septembre 2018 que l'ambassadeur Jaap van Kirchman était à la tête de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de la francophonie, est en visite en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette visite, elle s'est rendue à Yamoussoukro pour saluer la mémoire de feu le président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Elle a tenu à relever les actions et la vision d'un homme qui a œuvré pour le développement de son pays et l'intégration africaine. Kader Sogodogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, est accueillie par le ministre-gouverneur. Augustin Thiam, également chef canton des Acouins, dont le nom de règne est Nana Boigny Ndri III. C'est en compagnie de la ministre de la Culture et de la francophonie et d'une forte délégation que les civilités seront présentées à l'ensemble des têtes couronnées Acouais avant de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du premier président ivoirien. Un détour par la chapelle et une visite guidée de certains compartiments où Félix Houphouët-Boigny vivait. Se remémorer Félix Houphouët-Boigny, c'est également relever la vision futuriste de l'homme. Ce qui est frappant pour moi, c'est l'ambition. Un chef d'État qui, à son époque, avait une grande ambition pour son pays, qui voyait beaucoup plus loin
que beaucoup d'autres dirigeants et qui tenait beaucoup à son peuple. On nous a parlé de ses initiatives concernant l'éducation des jeunes. C'est un homme, je pense, qui avait anticipé l'avenir déjà à son époque. Un leader pour toute l'Afrique. Ce qui m'inspire beaucoup sur le plan personnel, c'est le soin avec lequel Feu le président s'occupait de ceux qui l'entourent, de ceux qui sont au service de l'État et la manière de gérer le pays au-delà de la Côte d'Ivoire, même par ses amitiés à travers l'Afrique, à travers le monde. De nationalité rwandaise, la secrétaire générale de la francophonie a également choisi la Côte d'Ivoire pour ses vacances. Elle a de la famille et de nombreux amis dans le pays. L'actualité, c'est aussi cet acte de solidarité manifesté par le gouvernement à l'endroit de familles dont les proches ont été victimes d'un accident qui leur aura coûté la vie et fait un blessé. Pour rappel, c'était le 9 août dernier, un accident de la circulation survenu sur l'axe Toumoudi-Oumé. 5 morts et un blessé grave enregistrés. Les victimes, toutes originaires du même village, Ngué-Sambakro, dans le département de Djekanou. Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a tenu à apporter son soutien aux familles endeuillées et aux blessés. On retrouve Kader Sogodogo. Ngué-Sambakro, la tristesse et la consternation se lisent sur les visages. Revenant de Toumoudi. Suite à un accident de la circulation, 5 ressortissants du village allaient perdre la vie. Un autre dans un état critique. C'est donc pour marquer sa solidarité aux familles endeuillées et aux blessés que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a, au nom du gouvernement, remis un soutien de 2 millions de francs CFA. Au nom de Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, dire les sincères yako au peuple de Ngué-Sambakro. Les dons ont été remis aux familles par le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. La solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers même son programme de cette Côte d'Ivoire solidaire, à laquelle il tient particulièrement, cette solidarité ne trie pas. Ne trie ni campement, ne trie ni village, ne trie ni commune, ne trie ni département, ne trie ni district, et encore moins conseil régional. Ce sont tous les habitants de Côte d'Ivoire qui sont concernés par cette solidarité que prône son Excellence, Monsieur le Président de la République. Un soutien bien apprécié. J'ai perdu mon mari. Il y a beaucoup de gens. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au cours de cette cérémonie, Raymond Goudou Kofi a offert la somme de 1 100 000 francs CFA. Elle a ensuite rendu visite aux seuls rescapés de l'accident. Sur place, elle a donné des instructions fermes pour son évacuation dans un hôpital spécialisé pour une meilleure prise en charge. Et nous souhaitons une meilleure santé aux blessés et parlons justement de santé. Qu'en est-il de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire ? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 26 août 2022 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 1129 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 26 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 577 cas confirmés, dont 85 706 personnes guéries, 817 décès et 54 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 605 450. Le 25 août 2022, 13 439 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 265 949 doses du 1er mars 2021 au 25 août 2022. Le lundi 29 août prochain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procédera à l'inauguration d'un commissariat à Méagui, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire et qui connaît une certaine insécurité. Avant l'arrivée du ministre Vagondo Diomandé, le préfet du département de Méagui a effectué une visite à des nouveaux locaux pour s'assurer que tout est fin prêt avant le jour J. Les populations, elles, se réjouissent déjà de la construction de ce nouvel édifice qui vient contribuer à renforcer la sécurité dans leur localité. Reportage signé Khalil Diomandé, Sephora Zegui.
Le système sécuritaire de la ville de Méagui, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, reçoit un coup de boost. Ce lundi 29 août, le tout premier commissariat de police de cette localité sera mis en service pour le grand bonheur des populations. Avant l'arrivée du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'inauguration, Jacques Atri Kwaku, préfet du département de Méagui, officie une visite dans l'édifice pour s'assurer de la bonne marche des travaux d'embellissement. Il rassure par ailleurs quant à la mobilisation des forces de l'ordre pour la réussite de l'événement. Vous voyez tous les responsables des différentes unités de gendarmerie derrière moi. Nous venons de sortir d'une réunion pour sécuriser vraiment l'événement. La ville de Méagui, véritable pôle économique du fait de la culture du cacao et de l'EVA, est en proie à diverses formes d'insécurité. Entre autres, vols à main armée, viols et braquages. Les populations dans toutes leurs composantes affichent leur joie d'accueillir l'infrastructure. Nous allons mobiliser nos producteurs pour aller donc à l'ouverture et c'est eux-mêmes qui vont rendre témoignage désormais à leurs collègues producteurs pour dire que désormais nous avons la sécurité totale à Méagui. Je suis une vendeuse de garba. Vraiment, nous sortons vers les 4 heures, les 5 heures, mais vraiment, nous avons la peur au ventre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons eu la police. C'est une grande joie pour nous et nous remercions vraiment le président de la République. Alors j'invite la population à sortir hommes, femmes, jeunes pour réserver un accueil au ministre qui vient pour nous remettre cet instrument de sécurité. Le commissariat de Méagui est bâti sur une superficie d'1 hectare et comptabilise plus de 30 bureaux. Le jour J de cette inauguration, le village de Kosrou, situé dans le département de Dabou, lui est dans l'allégresse. Il a son nouveau chef, le 9e, son nom Albert Djama Djaman, ex-contrôleur général de police à la retraite. Il a été intronisé dans une ambiance conviviale en présence du ministre de la Santé, Pierre Ngoudamba, qui représentait le parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Albert Djama Djaman a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet de la région des Grands Ponts. C'est Forazeki. Kosrou, village situé à 35 km de la ville de Dabou, aujourd'hui est un jour particulier pour les populations. Leur nouveau chef de village, nommé le 20 mars dernier par arrêté préfectoral, sera installé dans quelques heures. Un nouveau départ donc pour ce village qui a connu des discordes entre fils et filles. Il faut comprendre l'homme, il faut éduquer l'homme et il faut conduire l'homme. Nous avons vu en ce monsieur toutes ces valeurs. Voilà pourquoi le village, tout ensemble, c'est un choix de consensus. Après des heures d'attente, voici Albert Djama Djaman, le 9e chef du village de Kosrou, qui arrive dans ses apparats, escorté par ses administrés. Rémi Kanga Nzi, préfet de la région des Grands Ponts, préfet du département de Dabou, lui remet son arrêté de nomination avant de prendre possession du pouvoir administratif de ce village. Nous voulons être le chef du développement. Nous voulons faire partie de la catégorie des chefs qui apportent le développement au village et non les divisions. Le village de Kosrou a besoin de développement. Et par notre situation géographique, nous souffrons énormément des eaux de pluie, des eaux de ruissellement. Il faut améliorer la voirie. Rémi Kanga Nzi exhorte les populations de Kosrou à vouer du respect à leur chef avant de s'adresser à celui-ci en ces termes. Le chef de village est soumis aux obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve. Il doit s'abstenir d'afficher son appartenance politique et traiter tous les habitants à un niveau égal. Parrainé par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, c'est Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui l'a représenté. En plus du rôle administratif que le chef va jouer, il doit être le réceptacle donc, de toutes les initiatives pour le développement de ce village. Le gouvernement fera sa part puisque nous avons enregistré quelques doléances que nous allons examiner ensemble avec l'ensemble des membres du gouvernement. Nous reviendrons donc ici dans ce village pour accompagner ce village dans son développement. Mais il faut que les villageois eux-mêmes soient unis, ensemble et travaillent main dans la main pour aller très vite vers le développement. C'est dans une ambiance festive et en présence de 42 chefs des villages du Léboutou, conduits par le ministre-gouverneur Enedibi, ainsi que quelques autorités politiques et administratives, que le général à la retraite Albert Djama Djaman est intronisé.
On parle également et on pense aussi développement à Thiémé-Lécro. Les cadres et les autorités administratives de cette localité située dans la région du Moronou proposent pour le développement de leur localité 60 projets d'urgence. Des projets qui ont été présentés aux populations au cours d'une séance publique. Godefroy Okambawa nous en parle. Thiémé-Lécro vient de se doter d'un plan de développement local. C'est une matrice d'action comportant près de 60 projets d'urgence qui seront réalisés dans la localité. Le document validé a été présenté aux populations. Les infrastructures routières, éducatives et sanitaires, ainsi que la question foncière, sont identifiées comme des priorités. Encourageons monsieur le sous-préfet à poursuivre ses actions en vue du développement durable de notre localité. Prenons le ferme engagement de soutenir et d'œuvrer de concert et en toute solidarité, sans aucune considération politique, sociale, religieuse et ethnique, à la mise en œuvre des objectifs du plan de développement local de Thiémé-Lécro que nous avons ensemble élaboré sous la bienveillante supervision de monsieur le sous-préfet. La réalisation prochaine de ces projets va changer le paysage de Thiémé-Lécro. L'initiative est du sous-préfet qui a réussi à mobiliser l'ensemble des cadres autour des questions liées au développement. Le plus gros problème de Thiémé-Lécro, c'est ses voies d'accès. Et donc, la première des choses sera d'agir en sollicitant les services du ministère des infrastructures économiques pour que nos routes soient vraiment entretenues, notamment l'axe Dembokro, Thiémé-Lécro, Kachénou. Avec la mise en œuvre de ce plan de développement local, la sous-préfecture de Thiémé-Lécro prend un nouvel envol vers l'épanouissement de ses populations. Elles ont de grandes ambitions pour leur localité. Les populations de Kobadala, dans la sous-préfecture de Ténengoué, veulent faire de leur village une localité prospère. Pour atteindre cet objectif, elles se sont réunies au sein de l'Union pour le développement de Kobadala. Plusieurs actions sont en cours de réalisation. Au nombre de celles-ci, la pose de la première pierre d'un collège de proximité. C'était au cours d'une journée socio-culturelle organisée dans le village. Kader Sogodogo. Kobadala, village de la sous-préfecture de Ténengoué, a de la peine à amorcer son développement. La principale source d'approvisionnement de cette localité est cette pompe hydraulique villageoise à motricité humaine. Quand tu quittes au champ comme ça, la nuit, il faut aller à la pompe pour aller chercher de l'eau. Vous venez nous préparer même, c'est un problème. Un seau de même, on a une seule pompe. À Kobadala, les voies urbaines et la connexion au réseau téléphonique restent un calvaire pour la population. Notre souci, c'est le réseau. Depuis 2015. Cette situation vécue par les populations de ce village trouve un début de solution avec l'Union pour le développement de Kobadala. Une union de jeunes qui entend œuvrer pour rapprocher le développement des populations de ce village. D'où la pose de la première pierre d'un collège de proximité au cours d'une journée socio-culturelle. La population de Kobadala a plusieurs autres attentes qu'elle aimerait voir se réaliser. Ce sont la dotation du centre de santé en matériel biomédical, l'acquisition d'une ambulance médicalisée pour le dispensaire, la construction d'un château d'eau pour Kobadala-Bengoro. L'Union pour le développement de Kobadala bénéficiera de l'appui du parrain de la journée socio-culturelle, Ahmed Timité, directeur des affaires financières du ministère de la Communication et de l'économie numérique, fils et cadre du village. Le président de la République fait des efforts énormes, des actions fortes sont menées et pour consolider ces actions, il y a que nous devons accompagner ces actions-là par, notre implication. Au cours de cette journée socio-culturelle, les meilleurs écoliers ont été distingués pour leurs résultats scolaires. Aussi, plusieurs dons ont été remis. L'Union pour le développement de Kobadala a à son actif un bâtiment de salle de classe et son équipement en table-banc. La réhabilitation des logements pour instituteurs et infirmiers du village.
À Bouaké, dans la région de Bouaké, 5 unions régionales de sociétés coopératives de bouchers et assimilés sont désormais regroupées en une union, l'Union nationale des transformateurs de la viande de bétail de Côte d'Ivoire. Ils entendent œuvrer pour la sécurité alimentaire. La nouvelle présidente de cette union, Yaoundé Noël, et son bureau ont été présentés aux autorités locales de la ville. Djeneba Ouattara. La nouvelle présidente de l'Union nationale des transformateurs de la viande de bétail de Côte d'Ivoire se nomme André Noël, une fédération de 5 unions régionales de sociétés coopératives, des bouchers et assimilés. Les membres du conseil d'administration et du comité de surveillance de l'Union ont été présentés aux autorités locales. La nouvelle présidente place son mandat de 3 ans sous le signe de la formation et de la sécurité alimentaire. Nous avions besoin en pleine crise de nous réorganiser autour de nos cœurs de métier, les métiers de la viande. Et nous avions aussi besoin d'accompagner notre gouvernement dans la recherche de solutions en matière de cherté de la vie. Nous sommes bouchers, nous transformons de la viande et nous n'avions pas assez de viande en production dans notre pays. Donc c'est une grosse difficulté pour nous et nous avions du mal à nous développer. C'est dans ce cadre-là que nous souhaitons nous organiser. La représentante du maire de Bouaké et le président de l'Union nationale de la filière bétail encouragent la présidente. Ils invitent également les membres de la structure à la soutenir. Demander à tout son bureau, tous les hommes qui ont consenti à la mettre à la tête de la structure, de cultiver la cohésion, l'entente, de faire en sorte que, vraiment, d'ici la fin de son mandat, nous retrouvions une boucherie vraiment modernisée. Aujourd'hui, vous êtes à l'étape de l'Union nationale. Le chemin n'est pas encore fini pour aller vers l'interprofession. Cependant, votre travail requiert beaucoup de compétences. Parce que manger de la viande, si elle n'est pas saine, c'est source de maladie. Le conseil d'administration de l'Union nationale des transformateurs de la viande de bétail de Côte d'Ivoire compte 15 membres. Les participants sont venus des régions de Bouaké, du Bafing, du Ourodougou, du Nzi et du district d'Abidjan. Un reportage de Djeneba Ouattara commenté pour vous par Chris Larsen. À la faveur de la journée mondiale de la photographie, célébrée tous les 19 août, Lumière sur Image, une association de photographes, a tenu à marquer l'événement. Françoise Remarque, la ministre de la Culture de la Francophonie, a honoré les photographes ivoiriens qui se sont positivement démarqués par leur travail. Serge Pacom-Didi et c'est Forazé qui nous en parlent. Les photographes ivoiriens et exerçant en Côte d'Ivoire, honorés à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, célébrée chaque 19 août. Une initiative de l'association Lumière sur Image. C'est au total 10 photographes reporters qui sont repartis avec des trophées de la première édition de Lumière 7. Événementiel, documentaire, mode, institutionnel, sport studio, web, reportage sont les domaines dans lesquels les lauréats ont été sélectionnés. Nous nous réjouissons de ce prix. En 25 années de pratique photographique, en 25 années de partage d'expérience, j'ai jamais participé à un concours quelconque. Parce que pour moi et pour beaucoup d'entre nous, ce qui fait parler de vous, c'est votre travail. Je tiens à dire merci au nom de tous les récipiendaires qui sont ici. Une cérémonie de distinction rehaussée par la présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie. Françoise Remarque encourage et félicite les lauréats, cela tout en suggérant aux acteurs de la photographie de s'organiser afin de professionnaliser ce secteur. Je souhaite que vous puissiez vous parler, vous soutenir, organiser des activités communes et d'autres individuelles. Vous êtes la culture. Et vous avez une chaîne de valeur puissante, on l'a vu tout à l'heure à travers les prix. Je pense qu'ensemble, vous pourrez démontrer la force de ce que représente cet art. Cette célébration de la photographie a bénéficié de l'appui de l'INSAC, a été également marquée par des masterclass de formation et d'échange d'expériences. Et des photos, on en fait régulièrement lorsque l'on est en vacances pour bien sûr immortaliser ces moments de détente. Les vacances scolaires qui, vous le savez, se poursuivent encore quelques semaines avant la rentrée des classes. En attendant, les parents veillent à occuper sainement leurs enfants dans le divertissement ou de façon studieuse. Les parents choisissent la formule qui leur convient le mieux. Reportage de Evelyne Yoboué et Franck Quadio.
Les vacances scolaires ne sont pas toujours de tout repos pour les parents. Occuper sainement les enfants, telle est leur préoccupation majeure. Études, ateliers culinaires, sorties détente, voici quelques-unes des activités qui meublent cette période de congé. J'occupe un peu les enfants, faire des petits ménages, à faire la cuisine, comme on dit, le ménage. Et puis après, on vérifie un peu, comment on appelle ça, les études. Après, je les laisse aller s'amuser. Je suis en train de cuisiner du riz avec la sauce légumes. Souvent, maman nous apprend à faire la pizza, des crêpes, des gâteaux, des spaghettis. Et puis souvent, qu'elle goûte, elle dit c'est très bon et elle nous félicite. Coiffeuse, Tatiana est mère de 2 enfants. Pour elle, les vacances doivent être studieuses. Mes enfants peuvent passer toute une journée en train d'étudier. Cela les forme encore plus. Quand elles se réveillent, elles prennent leur petit déjeuner, elles vont au cours. Quand elles reviennent, elles font la sieste, soit elles regardent la télé. Et puis après, elles étudient. Elles vont passer toutes leurs vacances à étudier. Pour Grace, il n'est pas question de lier vacances et études. Elle perçoit les congés scolaires comme des moments de divertissement. Pendant les vacances, on doit occuper les enfants en leur laissant la liberté de jouer. Mon fils il est très brillant à l'école. D'ailleurs, même les premiers de sa classe. Donc, je pense qu'en vacances, il doit se reposer, il doit s'épanouir, il doit libérer sa tête pour que la rentrée, il puisse se récupérer. En tout cas, il s'épanouit, mais il ne fait pas de cours de vacances. Nous rencontrons Dame Kwadjo, institutrice, qui a mis à disposition de ses élèves un centre de loisirs pour les occuper sainement. Ils ont un temps pour étudier quand même. On a tout le mois d'août pour faire les cours de vacances. Mais le mois de juillet, franchement, on peut pas finir une année scolaire et demander automatiquement aux enfants d'étudier. Ça ne va pas leur faire du bien. Ça peut les emmener même à ne pas aimer les études. Nous avons les centres de loisirs, les colonies de vacances, les centres aérés pour occuper les enfants autrement. Pas les mathématiques, c'est pas les écritures, c'est rien de tout ça. Mais on apprend d'autres choses. Par exemple, les enfants peuvent apprendre à faire le tricotage. Les vacances riment généralement avec le divertissement. Ranger livres et cahiers pour se consacrer à ses loisirs. Mais attention à ne pas délaisser totalement ses cours. Quand la rentrée approche, chaque parent occupe ses enfants selon ses objectifs et sa disponibilité. Le plus important pour ses parents est de voir leurs enfants épanouis et profiter au maximum de ces instants avant la rentrée des classes. Voilà, à chacun sa formule. Le riche patrimoine culturel et artistique du Moronou a été mis en exergue à la 10e édition de l'Anohou Festival. Ce festival initié par les garants de la tradition de la tribu Anohou vise à promouvoir les rites et danses du peuple Agni afin de les préserver. Pour cette 10e édition, les populations sont venues de toutes les contrées de la région du Moronou. Ce festival qui s'est tenu sur 2 jours a eu lieu dans le village d'Affaire-et-Deux, dans la sous-préfecture d'Andé, dans le département de Bongouanou. Reportage signé Herman Yamia. 10e édition de l'Anohou Festival. Les années passent et l'événement gagne davantage en maturité. La mobilisation non plus ne faiblit pas. Cette édition encore, les festivaliers sont venus de toutes les régions du Moronou et d'ailleurs pour prendre part à cet événement qui fait la promotion du riche patrimoine culturel et artistique du peuple Agni du Moronou et principalement de la tribu Anohou. L'Anohou Festival vise à revaloriser et redynamiser tous les rythmes et danses de chez nous, de promouvoir l'ensemble des talents culturels et artistiques du terroir, d'instaurer un cadre d'échange interculturel pour une cohabitation pacifique des différents peuples et des différents groupes ethniques vivant sur notre territoire. La tribu Anohou est l'une des 10 tribus que compte le royaume du Moronou. Pour cette cérémonie qui a permis aux festivaliers d'apprécier les nombreuses prestations de danse, le 10e chef de la tribu Anohou, Nana Kofi Ier, a eu l'honneur de recevoir le roi du Moronou, Sa Majesté Nana Eora Teiwa. Le parrain de la cérémonie et les différents intervenants saluent cette initiative qui vise à valoriser la culture du terroir et des autres régions du pays. On a plus la culture pour renforcer ce que nous sommes, ce qui nous identifie. Et ce qui nous identifie, c'est ce partage, c'est la danse, c'est le sourire et c'est l'amitié. Et vous l'exprimez bien ici.
Les initiateurs de la Nohou Festival se disent satisfaits de la mobilisation. La 11e édition qui se tiendra à Bénéné, l'un des 5 villages qui composent la tribu à Nohou, ils promettent de nombreuses innovations. En sport, en basketball, l'équipe de Côte d'Ivoire démarre plutôt bien les éliminatoires FIBA de la 4e fenêtre de la Coupe du Monde de basketball 2023. Les éléphants ont disposé du Nigeria 78-66 hier vendredi au Palais des Sports de Trècheville. Arsène Kouassi, Odalébé. L'ambiance est belle et bien de retour dans les travées de la rotonde du Palais des Sports de Trècheville. Face au Nigeria pour le compte de la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basket, les éléphants démarrent bien la partie mais se font rejoindre par les Super Eagles au terme du premier carton, 14-14. Le deuxième carton est tout aussi relevé mais cette fois en faveur des pachydermes qui s'imposent 42-36 à la pause. À la reprise, les poulains du sélectionneur d'Eran Porik repartent à nouveau de l'avant sous l'impulsion du maître à jouer Fofana. Les éléphants mènent de 8 points d'écart dans le 3e carton, 60-52. Un avantage qu'ils bonifient avec d'autres paniers jusqu'au terme du dernier carton. Score final 78-66 pour la Côte d'Ivoire. Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire préserve sa série d'invincibilité dans la course pour le Mondial 2023 en attendant leur prochaine sortie ce samedi face à l'Ouganda sous le coup de 19h. Bel effort de nos pachydermes basketteurs. Dans l'actualité internationale en Angola, le candidat de l'opposition à la présidentielle, Adalberto Costa Jr., candidat de l'UNITA, rejette les résultats préliminaires de la présidentielle. Lors d'une conférence de presse à Luanda, il a contesté hier vendredi les résultats préliminaires officiels des législatives devant décider du prochain président angolais qui donne pour l'instant l'avance au parti au pouvoir, le MPLA. Il a déclaré que l'UNITA ne reconnaît pas les résultats provisoires divulgués par la commission électorale. Avec plus de 97% des votes dépouillés, le parti du président sortant, João Lourenço, est donné en tête avec 51,07% des voix exprimées. Et puis Emmanuel Macron, le président français, entame ce samedi le dernier jour de sa visite en Algérie à Oran. Une rencontre avec la jeunesse algérienne figurerait sur son planning. Avant de repartir en France, Emmanuel Macron retournera à Alger pour signer une déclaration avec le président Tebboune et consacrer un nouveau partenariat avec l'Algérie. Il s'agira, selon l'Élysée, d'un partenariat renouvelé, concret et ambitieux. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.